d'abord évidemment remercier le CRES et notamment Madame Mansour de m'avoir invité à cette journée qui promet, je crois déjà, en regardant le programme, d'être extrêmement fructueuse et intéressante. Alors, on m'a demandé de retracer l'histoire de la santé publique. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un vaste programme. Donc j'ai décidé de resserrer les choses en me concentrant sur les deux piliers sur lesquels repose cette histoire, sur lesquels repose le développement de la santé publique dans le monde et en France tout particulièrement. Ces deux piliers sont d'une part la lutte contre l'insalubrité et la conquête de l'eau, et le deuxième pilier, la vaccination. Alors il y aurait bien un troisième pilier dont il aurait fallu parler, mais je m'en dispenserai faute de temps. Ce troisième pilier, c'est la santé publique internationale. Parce que l'aspect tout à fait intéressant des choses, c'est que en fait, les choses ont commencé par l'international. Les choses ont commencé par les conférences sanitaires internationales, dont la première a été organisée à Paris en 1850. Et c'est à ce moment-là, dans la foulée de ces conférences, que s'est développé ensuite dans chacun des pays, avec plus ou moins de retard selon les pays, et la France n'est certainement pas parmi les plus rapides, les organismes de santé publique. Donc ce troisième pilier, je n'en parlerai pas. Il aurait pourtant été extrêmement intéressant d'analyser le retour des frontières en matière sanitaire à partir de la vache folle de 96, à partir de la fièvre afteuse en Grande-Bretagne de 2001, mais faute de temps, donc je laisse ça de côté. Donc premier pilier, l'assainissement. Et pour l'assainissement, je vais prendre un seul exemple, les vagues de chaleur qui frappent non seulement Paris en 1880, mais Londres déjà beaucoup plus tôt en 1858. Ces vagues de chaleur sont intéressantes parce qu'elles font surgir une question qui obsède véritablement le 19e siècle. Cette question, c'est y a-t-il des odeurs dangereuses? Y a-t-il des odeurs dangereuses pour la santé? All smell is disease, comme dit Edwin Chadwick, qu'on peut considérer comme le premier ministre de la Santé en Occident, à Londres donc. All smell is disease, toute odeur est maladie. Voilà ce qui est finalement le mot d'ordre général de la santé publique au milieu du 19e siècle, et on va voir pour certains jusqu'à la fin. Alors, en même temps, si vous voulez, cette philosophie des odeurs, en quelque sorte, est contredite par un grand événement qui d'abord a été plus ou moins bien accepté par les autorités. Ce grand événement, c'est la découverte de l'origine hydrique du choléra par John Snow en 1848 également, 1849-1855. Parce que, si vous voulez, tout d'un coup, John Snow mettait en avant non pas l'inhalation comme moyen de transmission d'une infection, mais l'ingestion d'une eau souillée, ce qui est tout à fait évidemment différent. Et puis surtout, si vous voulez, il s'agissait de réglementer ou de revoir complètement la technologie des égouts, et en particulier de renoncer à cette stratégie folle que les Anglais avaient eue, consistant à déverser directement les égouts dans la Tamise. Donc la grande puanteur de l'année 1858 avait obligé les autorités londoniennes, aura obligé les autorités londoniennes à mettre en chantier une toute neuve technologie des égouts, et dont l'axe essentiel était de couper tout aller-retour entre la vidange et l'alimentation en eau potable de la ville. Donc, de tels systèmes modernes d'évacuation et d'alimentation en eau, désormais, faisaient figure de travaux obligés pour toute métropole moderne. À partir de 1866, d'ailleurs, à Londres, plus aucun cas de choléra ne sera détecté. La preuve était donc qu'une
qu'une crise de grande ampleur pouvait être résolue grâce à de grands travaux d'équipement. Et selon la terminologie de l'époque, grâce à des travaux de sanitation, c'est-à-dire des travaux d'assainissement urbain. De son côté, Paris expérimente exactement la même crise en 1880, une grande puanteur également, avec une vingtaine d'années de retard sur Londres. La ville a énormément grossi au XIXe siècle. Il y avait 800 000 habitants à Paris en 1830, il y en aura plus de 2 millions en 1880. En 1806, il existait 24 km d'égouts dans la capitale. En 1906, un siècle plus tard, 1177 km. Chaque été, néanmoins, la ville en peste jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et donc, le 28 septembre 1880, alors que la pestilence est un tout petit peu dissipée dans la capitale, le ministre de l'Agriculture et du Commerce crée une commission de 11 membres chargée d'examiner les causes du phénomène et les moyens d'y remédier. Louis Pasteur et Paul Brouardel, c'est-à-dire la science microbiologique et la santé publique, siègent à cette commission des odeurs, où ne figure néanmoins, la chose est remarquable et c'est là-dessus que j'insisterai, aucun architecte ni aucun ingénieur de la ville. Paul Brouardel, par exemple, selon les commissaires, si toute odeur ne sont pas dangereuses pour la santé, il en est qui le sont. Paul Brouardel, par exemple, qui est donc un phare de l'hygiène publique en France, Paul Brouardel est persuadé que les effluves s'échappant des dépôts d'excréments humains peuvent transporter les germes de la fièvre typhoïde. Donc, si le rôle de la bactériologie grandit de jour en jour dans la santé publique, en 1880, miasmatisme, all smell is disease, et pasteurisme sont encore à se partager la science des émanations. La discussion orageuse qui s'établit, qui se déroule sur plus de 20 ans, n'oppose pas, comme on le pense encore parfois de nos jours, les partisans du miasmatisme, donc des odeurs, si vous voulez, aux chevaux légers de la bactériologie, mais bien les caciques de la santé publique, aux ingénieurs de la ville, polytechniciens comme Alfred Durand-Clay, émulent des ingénieurs londoniens et absents, je le répète, de la commission des odeurs de 1880. Tel est le contexte politico-scientifique de l'adoption, le choléra aidant. La dernière poussée de choléra à Paris date de 1892. Tel est le contexte politico-scientifique donc de l'adoption d'une loi relative à l'assainissement de Paris le 10 juillet 1894, rendant le tout à l'égout obligatoire dans la capitale. Adoptée avec plus de 30 ans de retard sur Londres, elle marque néanmoins l'une des grandes ponctuations de l'histoire de la santé publique en France. Je passe maintenant au deuxième pilier, la vaccination. Et c'est pour donner d'emblée l'idée, si vous voulez, que la France fait cavalier seul pendant tout le XIXe siècle sur cette question. Avec une épidémie de variole en 1871-1875 qui s'étend sur toute l'Europe, mais dont l'origine est... l'épidémie a débuté en France, où la variole est endémique et où par conséquent elle s'étend ensuite sur le reste de l'Europe. La vaccination contre la variole en France ne sera pas mise en œuvre avant 1902, en fait avant 1905. La loi est appliquée petit à petit pour les nourrissons, mais pour les revaccinations, il faudra attendre les années 1950. L'âge d'or de la vaccination, c'est bien effectivement les années 1950, avec par exemple cette vaccination de masse, la dernière grande campagne de vaccination de masse, l'une des seules d'ailleurs en France, qui est la variole à Vannes en 1955, où 60% des habitants sont vaccinés en 2 jours, quelque chose que même dans nos rêves les plus fous, on ne peut pas attendre aujourd'hui. On ne pourrait pas attendre aujourd'hui. Alors, que reproche la population à la vaccination ?
En fait, la vaccination recueille d'emblée des critiques dès la fin du XIXe siècle, dès la première vaccination générienne qui date de 1796. Et ces critiques ne sont pas des critiques médicales, ce sont des critiques d'ordre théologique. On reproche à la vaccination de bafouer l'ordre de la providence, la providence divine, ou bien des critiques de type philosophique ou anthropologique. On reproche à la vaccination de bafouer, de pervertir l'ordre humain en injectant un produit animal dans un organisme humain. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que ce qui vraiment gêne la population, c'est l'aspect préventif de la vaccination. Déjà, Voltaire se moquait de ces peurs en 1734, donc avant l'apparition de la vaccination. On était à l'époque de la variolation, une technique tout à fait différente. Voltaire se moquait de cette incompréhension ou de cette non-acceptation de la vaccination, de la prévention, en écrivant que donner la variole aux enfants pour éviter qu'ils ne soient contaminés, c'était aux yeux de la population une folie. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a retrouvé au moment de la grippe de 2009 exactement parfois les mêmes mots dans la bouche de personnes. Les mots qui consistaient à dire que prévenir la maladie en donnant la maladie pour ne pas que la forme sur laquelle elle soit faite soit une forme bénigne, était effectivement une folie. Et donc, vous voyez que la vaccination a été contestée. La contestation de la vaccination est aussi vieille que la vaccination elle-même. Il n'y a pas vraiment de différence. On voit d'ailleurs dans cette gravure, que j'aime beaucoup, la mise en œuvre imagée de ces contestations. La contestation est carnavalesque par la forme, elle est politique dans le fond. C'est une mascarade violente et débridée avec des barbouillages, des danses, des symboles de mort, des stupidités. Ça doit vous rappeler quelque chose de pas très ancien finalement. Les rites, c'est plein de rites d'inversion. Le malade soigne le médecin, quelque chose qui est très populaire aussi depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle et au XXIe siècle finalement. Que le carnaval est à la fois une contestation festive et conflictuelle de la vaccination. Et pour les anti-vaccins, d'ailleurs, le combat se déroule sur deux fronts. D'abord contre le produit, évidemment, mais aussi surtout contre l'obligation. Émile Duclos, qui a été le premier directeur de l'Institut Pasteur, après Pasteur, si je puis dire, avait prévenu les parlementaires lorsqu'ils travaillaient à l'élaboration de la loi de 1902 sur l'organisation de la santé publique. Ce qui gêne les Français, ce n'est pas vraiment le vaccin, le produit lui-même. Ce qui gêne les Français, c'est l'obligation. Et c'est là où le conflit se noue. Ce qu'il y a encore d'intéressant, c'est que la chose est le terrain, le champ de bataille, si vous voulez, ça n'est pas la médecine, c'est l'école. C'est l'école, ça se décidera finalement en juillet 1958 au Conseil d'État, qui, dans son rapport sur la vaccination obligatoire, écrivait que les obligations concernant la vaccination ne sont pas moins impératives que celles attachées à la scolarité. Les parents ne sont pas censés choisir entre ceux-ci, mais respecter les deux. C'est quelque chose là qui est encore problématique de nos jours, visiblement. Donc le terrain de l'école, très important. Et donc, à partir des années 70, on change un peu de perspective, il y a un nouveau mouvement de fond, c'est que finalement, on prend conscience qu'il y a aussi des effets indésirables à la vaccination. Que parfois, on a plus de chances
de décéder après une vaccination que de décéder de la maladie elle-même. Et donc, là encore, ça change les choses. La vaccination obligatoire contre la variole, par exemple, est suspendue aux États-Unis en 1972. En France, elle le sera en 1979. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, on note un effritement des attitudes. Dans l'opinion, la vaccination n'intervient qu'au 6e rang des mesures de prévention, selon une enquête de l'INPES en 2006. Le 6e rang, c'est pas véritablement quelque chose de forcené. Hein. On voit très bien, si vous voulez, qu'il y a quand même comme un rejet dans cette affaire. Donc, effritement des attitudes, mais ça n'empêche pas, si vous voulez, ça n'empêche pas les anti-vaccins de rester quand même très marginaux dans l'opinion, entre 2 et 3% des sondés en 2014 encore. Ça n'est pas, si vous voulez, l'espèce d'attaque concertée, l'inondation d'anti-vaccins qu'on nous décrit parfois du côté des politiques. Le conflit, d'ailleurs, a changé de nature. Dans les années 90, mon collègue Georges Vigarello décrivait encore ce conflit comme un conflit entre deux libertés. La liberté, d'une part, de l'individu retranché dans son intimité, contre une intolérance au nom de l'hygiène. Et le conflit s'est transformé non plus en conflit entre deux libertés, mais comme un conflit entre deux légitimités. La légitimité populaire, qui est à la base de la démocratie, et la légitimité de la science, la vérité scientifique. La démocratie, conjuguer démocratie et vérité scientifique, ça n'a jamais été facile. Rousseau l'avait déjà noté en 1750 dans son discours sur les sciences et les arts. C'est un compagnonnage difficile. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Je voudrais terminer quand même par deux questions. D'abord, qu'est-ce qu'une épidémie ? L'État a pour fonction de protéger les intérêts de ces populations, mais aussi la vie de ces populations. Sa légitimité repose sur, effectivement, ce devoir de protéger la vie des individus. Quant aux individus, ils déposent leur liberté entre les mains du souverain en échange de leur sécurité, c'est-à-dire du droit à la vie. C'est peut-être une dictature, mais en tout cas, c'est une dictature par invitation. C'est-à-dire que c'est les populations elles-mêmes qui décident de ce troc entre liberté individuelle et choix collectif que représente une épidémie. La contrainte est justifiée à la fois objectivement pour garantir la permanence d'organisations complexes comme le système de soins, par exemple. Ça a été évidemment patent au moment de la crise de la Covid-19, mais également les citoyens sont... la contrainte est justifiée également subjectivement, car il s'agit d'appliquer des mesures restrictives et cette application dépend de la décision des populations. C'est les populations qui décident effectivement de se soumettre à la contrainte. Alors ensuite, effectivement, au niveau des individus, c'est variable. On peut peut-être appuyer sur le champignon un peu plus avec certains individus qu'avec d'autres, mais dans le principe, ce sont les populations qui décident de se soumettre à la contrainte. Par exemple, le masque en extérieur, par exemple, le pass sanitaire, par exemple, les rappels de vaccination. Donc, le problème n'est pas l'acceptabilité des mesures proposées par l'État. Le problème, c'est bien que les citoyens font preuve d'autonomie, qu'ils se donnent des règles à eux-mêmes. Et une épidémie, c'est précisément cette épreuve d'autonomie. Donc, ce qu'il y a eu d'inacceptable dans ces questions, ça n'est pas la décision de se soumettre à des règles, ça c'est une décision populaire.
Ce qu'il y a eu d'inacceptable, c'est que le pouvoir d'exception voulait être pérennisé par le versement dans le droit commun, c'est-à-dire dans le projet de loi, par exemple, à l'Assemblée nationale présenté le 21 décembre 2020. Donc, pérennisé sans renouvellement de l'autorisation du Parlement. Ça, effectivement, ça n'est pas acceptable. Finalement, mon dernier point, c'est le principe de non-nuisance. Il y a depuis 1859, dans la philosophie politique, celle de John Stuart Mill en particulier, un principe de non-nuisance, harm principle. Que dit ce principe? C'est extrêmement simple, c'est une simplicité biblique, n'importe qui peut comprendre ça tout de suite sans devoir reprendre des études extrêmement ardues. Le principe établit qu'un risque pour ego, pour moi, si vous voulez, personnellement, ne justifie pas l'obligation vaccinale. La vaccination obligatoire n'est justifiée que si et seulement si le risque est imminent ou alors si l'infection peut mettre en danger la santé de tiers. Donc tant que ça me concerne moi particulièrement, personne n'a le droit de m'obliger à me vacciner. Je suis assez grand pour le décider tout seul. Par contre, si ça peut mettre en danger la vie de mon entourage, alors là, effectivement, on peut m'obliger à me faire vacciner. Ce principe de non-nuisance, il est très répandu, par exemple, en droit international. L'une des dernières moutures de ce principe, c'est à l'UNESCO en octobre 2005, et dans de nombreuses jurisprudences nationales aussi, comme en Belgique, par exemple. Donc la question avec laquelle je vous laisse, c'est la suivante, c'est pourquoi ce principe de non-nuisance est si peu connu en France? Pourquoi n'est-il jamais, pratiquement jamais, invoqué lorsqu'on parle d'obligations sanitaires, d'obligations vaccinales en particulier, mais pas seulement? Voilà, je m'arrête ici. C'était un tout petit aperçu de l'histoire de la santé publique.